Eh bien, bonsoir, bienvenue dans ce vendredi 14 mars sur Divergence politique. Et aujourd'hui, dans Divergence, nous avons la chance de recevoir le général Davard. Général, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci, je vais très bien et j'espère qu'il en va de même pour vous et pour vos auditeurs. Eh oui, nous de notre côté ça va, nos auditeurs, je l'espère également. Alors justement, en parlant d'auditeurs, et juste avant de démarrer cette émission, je vous rappelle, et c'est noté tout en bas, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre la petite cloche pour avoir les alertes sur les vidéos, à suivre nos programmes. Alors dimanche soir 18h, heure de Paris bien entendu, on se retrouvera dans le numéro 28 de Divergence avec Xavier Moreau. On en parlera justement du cessez-le-feu, on parlera de Trump. Est-ce qu'il est en difficulté aux États-Unis actuellement? Voilà, toutes ces questions dans le Divergence 28. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre la cloche, comme ça, vous serez alerté pour l'émission. Alors aujourd'hui, général, j'ai voulu faire un point avec vous sur un sujet qui enflamme les télés, les plateaux français actuellement. C'est la question de l'armée française. On a un président de la République extrêmement va-t-en-guerre, qui a pas déclaré la guerre à la Russie, mais enfin, ceci dit, il en est pas très très loin, il en est à quelques semaines probablement à ce rythme-là, et il souhaite notamment appuyer, je dirais, un éventuel cessez-le-feu dont nous voyons très clairement qu'il prend un petit peu l'eau de toutes parts avant même sa mise en place. Il souhaiterait appuyer ce potentiel cessez-le-feu, notamment par la présence militaire d'un contingent qui regrouperait plusieurs pays. Alors, il a cité, je crois, une quinzaine de pays qui pourraient participer, dont la France. Alors, la question aujourd'hui qu'on a envie de vous poser, c'est véritablement en 2025, où en est l'armée française? Alors bon, je ne suis pas le seul à avoir reçu cette question, hein. Le général Faugère l'a reçue récemment et y a répondu de manière très claire, hein. Le général Faugère est un général d'armée en deuxième section et qui a été inspecteur général des armées d'ailleurs, hein. Donc il était parfaitement qualifié pour répondre à cette question et il y a répondu sur une chaîne de télévision qui s'appelle Ligne droite et sur laquelle le titre de l'émission c'était Ukraine, l'armée de terre n'est pas, ou l'armée française n'est pas en mesure de mener un combat de haute intensité. Voilà. Alors bon, l'armée de terre française, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est en tout et pour tout 77 000 effectifs, comprenant tout, hein, y compris la logistique et tout, hein. Donc on est très très loin des centaines de milliers, voire du million d'hommes qui aujourd'hui s'affrontent en Ukraine, 1 million de chaque côté. Nous, on a en tout et pour tout 77 000 hommes qui sont actuellement, pour beaucoup, dispersés un peu partout, avec des missions qui peuvent concerner les pays étrangers, hein. On a des forces qui se trouvent dans nos territoires d'outre-mer, dans des forces de souveraineté et des forces d'intervention, par exemple au sud Liban, dans le cadre de la FINUL. Donc une force qui n'est pas énorme et qui est dispersée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une armée digne de ce nom aujourd'hui? C'est une armée qui compte des personnels en quantité et en qualité suffisante, des matériels en quantité et en qualité suffisante et une logistique. On va aborder ces points point par point. Alors d'abord, des effectifs en quantité suffisante. Aujourd'hui, l'armée française ne recrute pas ses droits budgétaires, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de recruter ouverte par les budgets, mais les candidats ne se précipitant pas, l'armée de terre est aujourd'hui en déficit de plus de 10 000 hommes, 10 000 ou 15 000 hommes qui ne viennent pas parce que le métier militaire ne les enchante pas, surtout par les temps qui courent. Donc, déficit de personnel. Déficit de personnel, ça veut dire que si les personnels ne viennent pas, les taux de sélection des gens qui viennent sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on prend quasiment tout ce qui se présente, hein, pour peu qu'ils ne soient pas boiteux, qu'ils ne soient pas malades au point d'être mourants, hein, on prend quasiment tout ce qui vient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de sélection. Le taux de sélection n'est pas au rendez-vous et ne permet pas d'avoir
du personnel que l'on pourrait qualifier de grande qualité, quoi. Et pour avoir du personnel de qualité, il faut pouvoir le sélectionner. Il n'y a pas de sélection au recrutement aujourd'hui pour l'armée de terre française et même pour les armées françaises. Donc ça, c'est un premier point. Donc le quantitatif n'y est pas. Le problème qualitatif, je l'ai dit, et n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être hein, si on avait un taux de sélection, mais il y a également le problème de l'entraînement. Aujourd'hui, ces forces ne sont pas entraînées au combat de haute intensité, ont abandonné tout un tas de domaines du combat de haute intensité. Il n'y a pratiquement plus d'exercices en ambiance nucléaire, biologique et chimique. Le nombre d'exercices de nuit par rapport à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans a été divisé dans des proportions drastiques parce que les temps d'organisation de la vie militaire aujourd'hui sont très différents de ce qu'ils étaient. Hein. On a donné toujours plus de temps libre aux soldats hein, pour pouvoir les recruter, parce que si le soldat est en théorie, disponible 24 heures sur 24, dans les faits, bon, on est très très loin du compte. Hein. Les soldats veulent, comme tous les citoyens français, pouvoir avoir du temps libre pour pouvoir avoir une vie de famille et s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Donc ça, c'est un premier point. On peut noter aussi que cette armée, en termes qualitatifs, n'est pas forcément homogène. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent peut-être pour les officiers en tout cas, par vocation, on va dire, hein. Et puis il y en a qui viennent tout simplement pour la gamelle, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui viennent pour avoir un métier et pouvoir gagner de l'argent ou pour pouvoir en apprendre un. Hein. Il y a aussi une différence énorme entre des gens qui sont des Français de souche et des gens qui sont de Français de fraîche date, hein, qui proviennent de l'immigration, principalement d'Afrique, hein, et d'Afrique du Nord en particulier, hein, et qui peuvent avoir des motivations différentes, en particulier si on leur demandait de se battre pour une cause qu'ils ne reconnaissent pas comme juste. Donc, une fiabilité de nos soldats qui n'est pas totale. Hein. C'est pas parce que les jeunes sont entrés dans l'armée qu'ils vont forcément aller avec enthousiasme se battre pour telle ou telle cause. Hein. Par exemple, si on demande à des soldats de confession musulmane, et il y en a, hein, d'aller se battre à Gaza au profit d'Israël, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de volontaires hein, parmi les soldats de confession musulmane qui sont nombreux chez nous. Ils auront des problèmes, hein, enfin des problèmes de conscience pour aller soutenir un État génocidaire. Et il en va de même pour la Russie. Hein, tout le monde au sein de l'armée n'est pas prêt, que ce soit dans les officiers, les sous-officiers ou les militaires du rang, n'est pas prêt de se jeter comme un seul homme sous la bannière de M. Macron hein, pour aller se faire exterminer en Russie. Donc une armée qui n'a pas les effectifs, on le dit, pour faire la guerre de haute intensité. Je rappelle que le chef d'état-major de l'armée de terre en activité, lui-même, le général Schill, a fixé un contrat opérationnel à son armée de terre qui est de pouvoir fournir à l'horizon 2025-2026, on y est, une brigade, c'est quoi? C'est 4000 hommes prêts au combat, 4000 hommes, plus avec des renforcements, on peut aller jusqu'à 7 ou 8000 avec des renforcements. Mais ce n'est pas 8000 fantassins, hein, c'est 8000 tout compris avec la logistique et avec tout. Hein, donc c'est extrêmement faible. Hein, c'est ce que les forces russes aujourd'hui détruisent en une semaine. Hein, en une semaine de combat, ils détruisent même davantage que ça. Hein, donc c'est vous dire que 4000 hommes, ça n'est pas grand-chose. Et le contrat opérationnel de l'armée de terre à l'horizon 2030 serait d'une division, une seule division. Une division, c'est selon les pays, hein, c'est entre 13 et 16 000 hommes, hein, et c'est à peu près tout, quoi.
Voilà le contrat opérationnel de l'armée de terre aujourd'hui. Et cette armée de terre, je me plais à le dire parce que c'est la vérité. Lorsqu'on faisait en 1914, lorsqu'on a mobilisé pour la guerre de 14 les soldats français, il y avait dans l'infanterie française, c'est-à-dire pour mener les combats de tranchées qui se mènent aujourd'hui en Ukraine, les combats dans les villes, dans les tranchées, il y avait 1080 bataillons d'infanterie à 1000 hommes, soit un peu plus d'1 million d'hommes pour mener cette guerre. Aujourd'hui, 1080, on est passé à 16 bataillons d'infanterie à 1000 hommes. C'est-à-dire, toute l'infanterie française, c'est 16 000 hommes. Ça remplit un stade de petite ville. Voilà, c'est l'infanterie française aujourd'hui, 16 000 hommes. Et encore, ils ne sont pas tous concentrés en métropole, ils sont dispersés. C'est-à-dire qu'il va falloir aller pêcher tel ou tel régiment à tel ou tel endroit pour le faire éventuellement revenir en France, de Guyane ou d'ailleurs. Par exemple, le 3e RUI en Guyane, on peut le rapatrier en France, mais ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà pour les personnels. Après, on aborde le problème des matériels. Alors les matériels aussi, depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1990, on a divisé les budgets par deux. Les budgets à l'époque étaient de 3,2, 3,3 du produit intérieur brut de la France. Aujourd'hui, on en est à 1,6. 1,6. Donc on est encore loin d'ailleurs de l'objectif de 2. On est à 1,6 dans une France dont tout indique qu'elle est en grosse difficulté économique aujourd'hui. Donc 1,6 pour la défense. Donc les matériels, les budgets ayant été divisés par deux, les matériels ont commencé à descendre depuis 1990. Moi, je suis rentré dans une armée en 1970, il y avait 1400 chars. Aujourd'hui, il y en a 225 dont on n'est pas sûr qu'ils marchent tous. 225 chars, on a divisé par 7 le nombre de blindés. Et on est très loin d'être sûr qu'ils fonctionnent parce que beaucoup d'entre eux ont été mis sous cocon. C'est-à-dire que quand on va les sortir, on va s'apercevoir qu'il y a des problèmes de fonctionnement. Donc voilà, et pareil pour les avions. Les avions, je suis rentré dans une armée qui comptait 300 appareils de combat. Je parle des chasseurs, je ne parle pas de toute l'aviation, où il y a les avions de transport, les avions de ceci, les avions de cela, de reconnaissance, etc. Moi, je parle des avions de combat. Il y avait 300 avions de combat. Aujourd'hui, on doit en être aux alentours de 60 au maximum, peut-être 80, mais pas plus. Donc, on est très, très loin de ce qu'on a été. Les armées françaises de 2025 ne sont pas du tout celles qu'elles étaient au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc ça c'est un fait. Sur le plan des armements, on a de bons armements, avec des armements de qualité, mais ces armements de qualité sont en nombre échantillonnaire. On a une armée bonsaï. On a quelques échantillons d'armements qui fonctionnent très bien, mais on n'est pas en mesure, là encore, de rivaliser avec la Russie, y compris d'ailleurs sur les technologies de pointe. Je demande à nos forces armées où elles en sont au plan de l'hypersonique. On a vu la démonstration des missiles Oreshnik et il y en a bien d'autres. C'était la partie émergée de la technologie russe, mais aujourd'hui les Russes sont très en avance dans tous les domaines de l'armement, à la fois sur le plan quantitatif, parce qu'ils produisent plus que toute l'Union européenne réunie et même adjointe aux États-Unis, que tout l'OTAN en une année ou en un mois, peu importe. Et ils sont capables donc ils sont non pas en économie de guerre, parce qu'ils sont en économie normale, mais en économie normale, ça fonctionne déjà comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une surpuissance par rapport à nous, on ne joue pas dans la même cour. Ça, c'est sur le plan des équipements. Équipements donc qualitatifs, on a de la qualité, mais en tout petit nombre, et on n'est pas en mesure de rivaliser de toute manière,
et avec la qualité et avec la quantité que les Russes sont capables d'aligner en face. Enfin, il y a le problème de la logistique. La logistique, la logistique de l'armée de terre, si on devait avoir à se battre un jour aux frontières de l'Ukraine, aux frontières occidentales de la Russie, aux frontières occidentales de la Russie, c'est à plus de 2000 km, 2000, 2500, 2500 km de la France. Donc, il faut une capacité logistique que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de gros porteurs, par exemple. Dans toutes nos opérations antérieures, on est toujours obligé de faire appel aux gros porteurs américains ou biélorusses ou ukrainiens même, des Antonov ou autres, pour transporter nos troupes. On n'a jamais eu vraiment les gros porteurs qu'il nous fallait pour alimenter un flot logistique vers l'Ukraine, à plus de 2000 km de nos frontières. Ça n'est pas pensable. Alors, tout ça, ça ne nous met pas en état de faire la guerre ou même d'avoir des troupes en Russie, d'autant que la Russie, des troupes en Ukraine, d'autant que la Russie s'y opposerait. Et elle a toujours dit que sous quelque casque que ce soit, casque blanc, casque bleu, casque rose, casque vert, elle refuserait absolument comme soldats de la paix des troupes européennes qui sont à la fois juges et partis, évidemment, puisque avec les déclarations de nos hommes politiques, on est à la fois juges et partis. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que notre armée, telle que je viens de vous la décrire et dont l'état n'est pas brillant, je voudrais dire deux choses. D'abord, si on voulait la reconstruire, il nous faudrait 20 ans. 20 ans d'efforts économiques énormes, à une époque où l'économie de la France ne se porte pas trop bien. 20 ans d'efforts économiques continus et bien supérieurs à ce qui se passe aujourd'hui. Et non seulement ça, mais il nous faudrait 20 ans de volonté politique. Et la volonté politique, ça varie d'un gouvernement à l'autre, ça varie selon les situations. Il est certain que si la paix en Ukraine se fait d'une manière ou d'une autre, à quelque condition que ce soit, on sera beaucoup moins inquiet sur l'avenir, notre avenir, et que donc les budgets que l'on promet aujourd'hui, les lois de programmation militaire que l'on pond aujourd'hui, elles tomberont d'elles-mêmes, comme sont tombées d'ailleurs bien d'autres lois de programmation militaire avant. Donc, ça, c'est pas nouveau. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que si on devait s'engager, comme le disent nos responsables, avec d'autres pays européens, il faut se dire que les plus grosses armées européennes sont dans un état bien pire que le nôtre, bien pire que le nôtre. Je veux parler de l'armée allemande, qui elle aussi n'arrive pas à recruter, qui a un déficit d'une bonne vingtaine de milliers d'hommes et dont les candidats ne se bousculent pas pour rentrer dans cette armée-là, aujourd'hui, et compte tenu des conditions. Et il en va de même pour l'armée britannique. Un responsable de l'armée britannique a dit, mais notre direction politique est complètement hors des clous. On a aujourd'hui, disait-il, 25 chars Challenger en état de marche. 25. Bon, même si, donc ça veut dire que même en agglomérant les forces britanniques, françaises et allemandes, alors c'est pas en proclamant que d'autres États vont se joindre à nous avec des hommes, etc. Mais tout ça, après, en dehors des trois grandes puissances militaires de l'Union européenne, si on rajoute les autres, c'est peanuts. Si on rajoute l'armée du Luxembourg, ça va compter quelques dizaines de soldats. Si on rajoute l'armée belge, ça ne va pas aller très loin non plus. Donc, tout ça, c'est du cinéma, c'est de la communication, c'est du « retiens-moi ou je fais un malheur », en fait, avec des gens, un roi qui est nu. Monsieur Macron… Ou une reine, puisque c'est peut-être la dernière question qu'on pourrait poser sur ce podcast qui est extrêmement passionnant. Vous nous avez détaillé l'état de l'armée française. Alors, si on passe même au continental, effectivement, les perspectives, qu'elles sont, puisque la reine Ursula von der Leyen a mis en place
une opération de com pour récupérer 830 milliards d'euros donc par an pour financer une armée européenne dans le futur. Donc on pourrait en revenir sur l'intérêt de créer cette armée européenne. Et puis, côté français, vous l'avez dit, côté politique, on commence à nous dire le 20 mars prochain sera présenté un plan d'appel à l'épargne privée des Français pour financer la défense, et notamment l'Ukraine. Et on a même certains intervenants politiques du parti présidentiel qui disent maintenant ouvertement qu'il pourrait être entendable, ou du moins que c'est une réflexion qui peut se mener, que de faire une saisie des économies des Français sans même faire appel à leur bon vouloir. Oui. Pourquoi ces budgets? Pour faire quoi? Non, mais d'abord, on est dans la communication pure, hein, c'est-à-dire que jamais, dans la promesse de dons mensongère, hein, il n'y aura jamais 800 milliards dépensés pour la défense en Europe. Alors peut-être qu'en additionnant tous les budgets des uns et des autres, on arrivera à 300, mais les budgets actuels, hein, on doit déjà arriver à quelque chose comme 300 ou 400 milliards quand on additionne, non, peut-être pas 300, hein, moins de 300 milliards, bien sûr. Aujourd'hui, hein, un budget annuel. Mais là, 800 milliards mobilisés pour faire ça c'est de la poudre aux yeux. C'est destiné à impressionner le Kremlin en disant qu'on est capable de le faire. Bon, après, il faut regarder les économies européennes aujourd'hui. Hein. L'Europe, comme les États-Unis d'ailleurs, hein, sont des pays surendettés. Hein. On est tous surendettés. La France plus que les autres. Je rappelle que un déficit budgétaire français, hein, c'est 180 milliards d'euros par an. Ça veut dire qu'on creuse notre dette, hein, de 180 milliards par an. Alors on voit bien que le budget de la défense, qui ne fait qu'aujourd'hui que 50 ou 60 milliards, hein, c'est 3 fois moins que la dette qu'on creuse dans tous les domaines. Et que si on se met à multiplier le budget de défense par 2, ben, au lieu d'avoir un déficit annuel de 280 milliards, on aura un déficit budgétaire de 230 milliards, hein, une différence entre les recettes et les dépenses. Donc ça n'est pas tenable et ça n'est pas... tout homme averti sait très bien que tout ça, c'est du flan. Hein, ça ne sera pas tenu. Hein, les 800 milliards, c'est destiné à faire peur à Poutine, mais Poutine en a vu d'autres. Hein. Poutine, il connaît parfaitement depuis 25 ans qu'il est au sommet du pouvoir, hein, dans des postes soit de président de la Fédération de Russie, soit de Premier ministre. Il l'a été pendant quelques années, hein, avec Medvedev. Mais bon, cet homme-là, il connaît la duplicité occidentale, il connaît le bluff occidental, et il est d'ailleurs aujourd'hui confronté à une affaire de bluff. Hein. Son histoire de cessez-le-feu, bon, moi, Poutine a eu la bonne réponse en disant oui, peut-être, mais sous conditions. Et le problème, c'est que les conditions du cessez-le-feu ne seront jamais remplies, hein, parce que Poutine sait très bien qu'on l'a roulé 2 fois dans la farine à Minsk et ailleurs, hein, et qu'on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux quand ils disent qu'on va faire une trêve et puis la paix dans la foulée. Hein. Poutine sait très bien que les Occidentaux, et en particulier la composante UE de l'Occident otanien, est russophobe jusqu'à la moelle, hein, est néoconservatrice et russophobe, et qu'elle poussera les feux de la guerre jusqu'au bout. Alors justement, les feux de la guerre, ça c'est intéressant ce que vous dites. Pour finir véritablement cette interview, on a le nouveau chancelier allemand Merz qui a dit, il a utilisé les mots du Covid, c'est extrêmement marquant, il a dit il faudra financer ce projet quoi qu'il en coûte. Alors voilà, Macron, Merz, on a finalement des clones. Quel est qu'est-ce que l'on peut imaginer ou comment on peut concevoir la défense européenne? Allez, on ne va pas parler d'aujourd'hui parce que vous l'avez très justement expliqué, c'est quelque chose, un processus qui va prendre énormément de temps, énormément d'argent que nous n'avons peut-être pas. Donc, comment on peut imaginer ou fantasmer cette défense européenne en 2030, dans 5 ans? Moi, si vous voulez mon avis, hein, il n'y aura pas de défense européenne parce que ça fait plus de 30 ans qu'on planche sur le sujet. Moi, quand j'étais en activité, j'ai planché
de très nombreuses fois, j'ai été à Bruxelles, à Mons, hein, pour assister à des réunions sur l'armée européenne, hein, et à chaque fois, ça foirait. Ça foirait parce qu'il y en a qui n'en veulent pas. Et il y en a dans les pays de l'Union européenne qui ne veulent pas de défense européenne, en particulier les anglo-saxons, hein, et plus particulièrement les Britanniques. Ils ne veulent pas de défense européenne, ils veulent garder leur quant à soi, et donc ils se sont battus pendant 30 ans, hein, contre l'armée européenne, et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer d'avis, hein. Eux, ils veulent garder leur autonomie, et ils ont raison d'ailleurs, hein. Et donc ils sont contre l'armée européenne. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'armée européenne, faute de volonté politique continue pendant 20 ans, et faute d'argent, hein, parce qu'on n'aura pas les moyens les moyens que l'on déclare aujourd'hui mettre sur la table, hein, 800 milliards, etc. On n'en a pas le premier sou. Moi, ce que je vois en 2030, surtout, c'est un éclatement de l'OTAN et éclatement de l'Union européenne qui va être, quand les gens vont se rendre compte qu'ils sont incapables de se mettre d'accord, hein, sur des sujets aussi importants que la défense commune, hein, bon, tout ça va éclater, hein, et va éclater aussi pour des raisons économiques. L'Allemagne ne va pas supporter pendant des années les pays qui coulent l'économie européenne, dont la France, hein, la France qui est en tête aujourd'hui sur le plan du taux d'endettement, hein, on est pire. Aujourd'hui, on s'endette plus rapidement que la Grèce ou que le Portugal. Donc ça, c'est une affaire. Donc pour moi, aucun avenir à 2030. Je ne vois pas d'armée européenne en 2030, faute de moyens économiques et surtout faute de volonté politique continue et d'unanimité au sein de l'Union européenne actuelle. Je vois plutôt un éclatement qui suivra la défaite en Ukraine et qui suivra les difficultés économiques dans lesquelles l'Union européenne se trouve aujourd'hui. Ces difficultés économiques vont entraîner un éclatement de l'Union européenne. J'en suis persuadé et convaincu, donc je n'envisage aucun avenir commun en matière de défense, peut-être entre deux pays, des alliances bilatérales, peut-être trilatérales, mais on n'ira pas au-delà, hein. Les pays de l'Union européenne ne se mettront jamais d'accord sur une défense européenne commune. Eh ben voilà, c'est le mot de la fin. Pas de défense européenne à prévoir pour vous, mon général. Bon. 1000 fois merci de nous avoir consacré le temps de présenter effectivement à nos auditeurs l'état véritablement de l'armée française. C'est quand même pas très rassurant. On vous dit à très vite, je vous l'ai dit, dès dimanche, 18h, heure de Paris, avec Xavier Moreau, avec Tomasovic et avec moi-même. On reviendra sur la question des différents rendez-vous autour des cessez-le-feu. Et puis, on se retrouve, et puis on parlera également de Trump. Est-il bousculé aux États-Unis? Connaît-il déjà une première pression? Eh bien, tout ça, ce sera dimanche dans Divergence numéro 28. Et la semaine prochaine, vous verrez, vous aurez plein d'invités, plein de surprises. Donc, continuez à nous suivre, à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes, de nouvelles émissions. Et je vous dis à très vite sur Divergence. Mon général, merci et bonne fin de semaine à vous. Au revoir, merci à vous. Merci. Au revoir.